Alors que les débats sur la ratification du pacte franco-soviétique se déroulaient, Hitler avait accordé un entretien exceptionnel à un journaliste français, Bertrand de Jouvenel. Après la parution de cet entretien, un quotidien allemand commenta « L'Allemagne nationale-socialiste, consciente de sa force, s'adresse à la France dans un langage clair, à la France tout entière et en première ligne aux Français qui placent par-dessus tout l'intérêt de leur patrie. » Un autre précisa « L'homme de la rue a le sentiment que l'édifice de traités érigé depuis 1919 peut entraîner son pays dans des aventures dangereuses. Les offres pacifistes d'Adolf Hitler ont eu, dans de larges couches du peuple français, un effet profond et durable. Son action sincère a dissipé dans les cœurs de bien des Français des craintes injustifiées et fait naître de nouvelles espérances. S'il était possible de faire trancher par un plébiscite la question d'un rapprochement avec Berlin ou avec Moscou, le résultat ne serait pas douteux. C'était l'évidence même. Certes, les Français, dans leur immense majorité, n'étaient pas nationaux-socialistes. Toutefois, s'ils rejetaient cette doctrine, ils rejetaient davantage la guerre. Et ils savaient que le meilleur moyen de l'éviter résidait non pas dans une politique d'alliance militaire, à l'époque tout le monde se souvenait de 1914, mais dans une entente directe avec l'Allemagne. En conséquence, les partisans du pacte soviétique craignaient de fortes résistances au moment des débats sur sa ratification. Dans cette atmosphère d'opposition, l'entretien accordé par Hitler à Bertrand de Jouvenel risquait de tout compromettre à leurs yeux. Voilà pourquoi sa parution fut retardée jusqu'à la ratification souhaitée. La photo signée par Hitler le démontrait. L'entretien avait eu lieu le 21 février. Plus tard, un communiqué allemand révéla « L'interview du Führer était connue de l'ambassade de France le jour même où elle avait été accordée. Il est certain par conséquent que le gouvernement français en a eu connaissance dès le lendemain, 22 février. Malheureusement, le gouvernement a attendu non pas un jour, mais plusieurs avant d'en autoriser la publication. Entre-temps, la Chambre des députés avait ratifié le pacte franco-russe. Ce n'est que le lendemain de la publication de l'interview, c'est-à-dire au bout d'une semaine, que le gouvernement français a chargé l'ambassadeur de France de s'informer auprès du gouvernement allemand. L'ambassadeur devait demander si le chancelier du Reich voulait préciser l'offre de négociation franco-allemande formulée dans son interview. Cette déclaration correspondait à la réalité. Le pacte franco-soviétique fut ratifié le 27 février. L'entretien parut le lendemain, c'est-à-dire une fois le Rubicon franchi. La manœuvre belliciste avait donc réussi, mais elle entraînerait la réaction hitlérienne toute naturelle que certains députés avaient prévue. Dans un communiqué paru alors qu'en France on discutait la ratification, Berlin avait affirmé que le pacte franco-soviétique violait l'accord de Locarno. Un mémorandum diffusé peu après appuya cette thèse à l'aide de nombreux arguments juridiques. Le 29 août 1936, la revue Juvénal confirma et résuma. En bref, au tribunal de Genève où la Russie, en tant que partie intéressée, n'aurait pas droit au vote, le traité franco-soviétique substitue un tribunal où la France discute seule à seule avec l'intéressé et s'en remet entièrement à la Russie dont elle est contrainte par avance d'admettre la bonne foi. C'est dissocier l'action de la France de celle des 50 nations aux côtés desquelles elle se trouvait encore lors de l'aventure éthiopienne, et c'est en réalité torpiller le principe de l'action collective dont le présent gouvernement s'est toujours déclaré prêt à faire la base même de sa politique internationale. En signant un pacte avec l'URSS, la France avait donc non seulement violé le pacte de Locarno, mais elle avait en outre considérablement aggravé l'insécurité en Europe, une insécurité dirigée contre l'Allemagne. À Berlin, on n'était pas dupe. Le 23 février, un communiqué semi-officiel avait prévenu que ce pacte portait une menace d'agression. Les alliances militaires se concluent pour attaquer ensemble ou se défendre ensemble. Il serait ridicule de prêter à l'Allemagne des intentions d'agression. À quoi bon irait-elle se heurter au mur de béton et d'acier qui se dresse à l'ouest, ou essayer de faire un bond par-dessus la ceinture d'États orientaux pour s'enfoncer dans les profondeurs de la Russie? Malheureusement,
Il n'est pas du domaine de la fantaisie de croire à la possibilité d'une offensive de la part de la France, ou bien d'une offensive de l'armada aérienne des bolchevistes qui, partant de la Tchécoslovaquie, leurs navires porte-avions et aussi passant par la Roumanie, se dirigeraient sur le centre de notre continent. Le 28 février 1936, un quotidien allemand annonça « Le pacte franco-russe n'est pas un fait nouveau. Il a seulement été de nouveau mis en lumière par les débats parlementaires français au sujet de sa ratification. Malgré les scrupules et les résistances qui se sont élevés contre cette ratification, il ne semble guère douteux qu'elle aura lieu. D'autant plus légitime et nécessaire sera la suppression des derniers restes d'inégalité dont souffre encore le Reich, particulièrement à l'ouest. » L'avertissement était clair. L'Allemagne ayant réarmé, le dernier reste d'inégalité à l'ouest était la Rhénanie démilitarisée. Dès lors, en cas de ratification du pacte franco-soviétique, Hitler déciderait sa remilitarisation. Si le Führer pouvait hésiter, un événement dut le convaincre. Dans les jours qui suivirent la ratification, le ministère des Affaires étrangères allemand apprit l'existence d'un plan élaboré par l'état-major général français. Il prévoyait la progression de l'armée française le long de la ligne formée par le Main, coupant ainsi l'Allemagne en deux et établissant le contact avec l'armée russe par la Tchécoslovaquie. En réaction, Hitler dénonça les traités de Versailles et de Locarno, puis il envoya 3 bataillons réoccuper la Rhénanie. Dans un discours prononcé le jour même, le Führer lança « Le gouvernement allemand est désormais obligé de faire face à la situation nouvelle créée par cette alliance, situation aggravée par le fait que le traité franco-soviétique a trouvé son complément dans un traité d'alliance établi d'une façon exactement parallèle entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Dans l'intérêt du droit élémentaire qu'a un peuple d'assurer ses frontières et de sauvegarder ses possibilités de défense, le gouvernement du Reich a donc dès aujourd'hui rétabli la pleine et absolue souveraineté du Reich dans la zone démilitarisée de la Rhénanie. » Le 10 mars, face à un journaliste britannique, Hitler précisa « Si le pacte franco-russe, qui a été signé le 2 mai 1935, avait existé quand le pacte de Locarno a été rédigé, les clauses de ce dernier traité relatives à la Rhénanie n'auraient jamais été signées. Il est évident qu'on ne peut apporter une modification ultérieure à l'interprétation d'un pacte ou changer même sa teneur. Dans le cas en question, on s'est écarté non seulement de l'esprit, mais de la lettre du pacte de Locarno. La conclusion d'une alliance militaire entre la France et la Russie soviétique crée pour l'Allemagne une situation qui l'oblige à tirer certaines conclusions également de son côté. Ce sont ces conclusions que j'ai tirées et non d'autres. La portée de ces conclusions, c'est que si la France s'engage dans des alliances militaires de ce genre, alors il est certain qu'une zone frontière du Reich allemand, de population aussi dense et d'une telle valeur économique, ne peut rester sans armes et sans défense. C'est la réaction la plus élémentaire que doit provoquer un événement de ce genre. Je doute que tout le monde en Angleterre sache que ce que l'on a qualifié jusqu'ici de zone démilitarisée a presque le même nombre d'habitants que la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. C'est dans cette zone qu'ont été rétablies actuellement des garnisons sur la base du temps de paix, exactement comme dans l'ensemble du reste du pays, ni plus ni moins. Il s'ensuit qu'il ne peut être question de concentration de forces armées pour des buts offensifs, car l'Allemagne n'a pas d'autres revendications à présenter à la France et n'en présentera pas d'autres. Plus tard, le général allemand qui avait supervisé l'opération en Rhénanie souligna qu'avec 3 bataillons, l'occupation militaire était purement symbolique. D'autant plus qu'en face, la France avait établi un système de fortification réputé infranchissable. Les quelques bataillons stationnés en Rhénanie ne représentaient donc aucun danger. En réoccupant la Rhénanie, l'Allemagne avait avant tout signifié que désormais, elle se considérait comme totalement libérée du traité de Versailles, donc à égalité de droit avec les autres nations. Le 24 mars, en réponse aux critiques de l'étranger, elle déclara « Toute tentative pour inaugurer l'ordre nouveau en Europe par les anciennes méthodes qui consistent à discriminer haineusement des nations à droit supérieur et des nations à droit inférieur, des nations diffamées et des nations honorables, et même des nations qui dictent et des nations asservies, toute tentative de cette nature
parce qu'elle aura été faite sous les mêmes conditions funestes qu'autrefois, mènera forcément au même résultat, c'est-à-dire que le nouveau règlement ne sera pas meilleur que l'ancien. D'ailleurs, Hitler restait soucieux de protéger la paix. Aussi formula-t-il plusieurs propositions en ce sens. Parmi elles figurait l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Allemagne, la France et la Belgique et la signature avec ces deux pays d'un pacte de non-agression d'une durée de 25 ans. Mais ces offres furent qualifiées d'inacceptables et repoussées. Un général français qualifia le désarmement réciproque de dérision. Pourtant, le Führer ne cessait d'affirmer sa volonté de paix. Le 12 mars, dans un discours prononcé à Karlsruhe, il expliqua « J'ai l'ambition de m'élever un monument dans le peuple allemand. Mais je sais aussi qu'il est plus facile de s'élever ce monument dans la paix que dans la guerre. Si nous étions entraînés aujourd'hui dans une guerre, chaque obus de 30 cm nous coûterait 3000 marks. Et si j'ajoutais à cette somme encore 1500 marks, je pourrais construire une demeure d'ouvriers. Et si j'accumule en une fois 1 million de ces obus, je suis encore loin d'avoir un monument. Mais si je construis 1 million de maisons dans lesquelles puissent habiter de nombreux ouvriers allemands, alors je m'élève un monument dans leur cœur. Mon ambition me porte à vouloir pour l'Allemagne les meilleurs établissements pour l'éducation de la jeunesse. Je veux que nous possédions en Allemagne les plus beaux stades, que l'on achève nos routes, je veux que nos villes deviennent plus belles, je veux que, dans tous les domaines de la culture humaine, l'Allemagne soit au premier rang. Telle est mon ambition. Joignant le geste à la parole, le 2 avril, l'Allemagne soumit un plan de paix en 19 points très concrets. Les voici résumés. Signature dans un délai de 4 mois de traités sur la base d'une complète égalité. Statu quo en Rhénanie pendant ce temps, vérifié par une commission internationale. Négociation pour la signature d'un pacte de non-agression de 25 ans entre la France et la Belgique d'une part, l'Allemagne de l'autre. Possibilité à la Grande-Bretagne, à l'Italie et aux Pays-Bas de s'y joindre. Conclusion d'un pacte aérien destiné à renforcer les accords de sécurité. En France et en Allemagne, édition de manuels scolaires destinés à favoriser l'entente entre les deux nations. En France et en Allemagne, ratification des accords par le peuple lui-même au moyen d'un plébiscite. L'Allemagne se déclare prête à signer des accords similaires avec les pays d'Europe centrale. L'Allemagne accepte de réintégrer la SDN à condition qu'on lui accorde l'égalité des droits, la satisfaction de ses revendications coloniales et que l'on sépare le pacte de la SDN du traité de Versailles. Création d'une cour internationale d'arbitrage. S'y ajouter un plan concret de désarmement général. Sachant que les tentatives effectuées depuis 1926 avaient échoué parce que trop ambitieuses, l'Allemagne proposait d'organiser une série de conférences plus limitées destinées à humaniser la guerre en prohibant l'abus insensé de nouveaux types d'armes. 5 conférences étaient suggérées avec pour objectif 1. Interdiction du lancement de bombes asphyxiantes, toxiques ou incendiaires. 2. Interdiction du lancement de bombes de quelque catégorie qu'elles soient sur les localités ouvertes situées hors de portée de l'artillerie lourde de calibre moyen des fronts de combat. 3. Interdiction du bombardement par des canons à longue portée de villes éloignées de plus de 20 km de la zone de combat. 4. Abolition et prohibition de la construction de chars du type le plus lourd. 5. Abolition et prohibition de l'artillerie du plus lourd calibre. Finalement, le message d'Hitler était le suivant. Maintenant que le traité de Versailles a disparu, nous pouvons songer à signer une paix véritable. Si à Londres, le plan allemand reçut un accueil plutôt favorable, à Paris, on manifesta immédiatement le désir de formuler des contre-propositions. Le 8 avril, le plan français fut diffusé. Je ne m'attarderai pas sur ce document très long et très diffus. Je laisserai la parole à ce quotidien français peu suspect de sympathies hitlériennes. Après avoir fait l'éloge du plan français, il ajouta « Mais pourquoi n'avoir pas laissé dormir dans son tombeau le fantôme d'une force internationale qu'on mettrait à la disposition de la SDN en vue de lui permettre de faire face à ses devoirs d'assistance mutuelle ? Quand on constate qu'il a fallu 11 jours à la SDN pour dresser un procès-verbal de contravention à la loi internationale, quand on constate qu'après 1 mois elle s'était trouvée incapable d'y donner une suite quelconque,
On se demande combien de temps il lui faudra pour grouper et mettre en mouvement ses forces militaires, navales et aériennes. Et si les forces internationales de la SDN sont battues, qu'adviendra-t-il de la cause qu'elles prétendront défendre? On parle toujours de tout faire rentrer dans le cadre de la SDN. Hélas, c'est un cadre qui n'est pas d'une solidité exceptionnelle. Nous devrions en savoir quelque chose. La plus vulgaire prudence commande d'alléger au lieu d'alourdir. La critique était exacte. Toutefois, elle omettait de conclure. En invoquant à tout va la SDN, la France rejetait le plan allemand et affirmait que la paix devrait être négociée conformément à l'esprit qui régnait au lendemain de la Grande Guerre. C'était si évident que la presse allemande fut plus franche. Dans sa livraison du 9 avril, l'organe de la NSDAP souligna « Chacun des problèmes de la politique européenne que l'on pourrait résoudre individuellement, pour peu que les intéressés fassent preuve de bonne volonté, se trouve jeté pêle-mêle et amalgamé avec les problèmes internationaux. Dans cette cascade de formules qui ne sont même pas définies, il n'y a aucun point d'arrêt où le pauvre Européen puisse respirer pour se demander quel est le sens de ce document d'esprit négatif. Tout y est collectif et rien n'y est concret. La réponse française déclare que personne ne refuse à l'Allemagne l'égalité des droits, mais tout l'esprit de cette note n'est qu'un refus. La Frankfurter Zeitung renchérit. La France continue à croire que l'édifice élevé d'après le schéma de Versailles est le meilleur de tous les mondes européens. Nous ne renonçons pas cependant à espérer que la France arrivera à comprendre que l'Allemagne ne veut pas seulement qu'on respecte sa sensibilité justifiée, mais qu'il s'agit au fond uniquement d'édifier une Europe autre que celle de 1918. Hélas, cet espoir resta lettre morte. Au moment de la ratification du pacte franco-soviétique, le président du Conseil s'appelait Pierre-Étienne Flandin. Plus tard, il expliqua qu'à partir de cette époque, les bellicistes antinazis avaient œuvré pour rendre la guerre inévitable. Pour l'heure, surtout en Angleterre, le parti de la paix dominait encore. Mais à partir de l'automne 1938, avec l'entrée en scène du président américain Roosevelt, le rapport de force changerait. Nous le verrons dans les prochains épisodes.